suis basée à Marseille, puisqu'on a une antenne Méditerranée France qui est basée au bureau Marseille. Donc je vais juste donner quelques grands éléments de contexte. Donc le WWF, comme vous le savez certainement, c'est une ONG internationale. On est présent dans à peu près 100 pays dans le monde, avec plus de 5000 salariés. Et donc pour faire un focus un peu plus local, on est présent autour de 6 pays de Méditerranée. Donc on travaille beaucoup ensemble en collaboration sur la conservation des mammifères marins. Donc au niveau du réseau WWF international, il y a 3 grands axes de conservation qui ont été identifiés pour la conservation des cétacés. Le premier, qui vient d'être très bien décrit par mes prédécesseurs, c'est les interactions avec les pêcheries. Donc ces interactions sont considérées aujourd'hui comme la principale menace pour les mammifères marins, donc que ce soit des interactions actives via les prises accessoires, avec des engins qui peuvent être actifs ou dormants, mais aussi le problème des filets fantômes qui sont abandonnés en mer. Le deuxième axe, c'est le trafic maritime, avec les impacts de la pollution sonore et des collisions. Je vais détailler un peu plus tard. Et le troisième, c'est la protection des habitats préférentiels des mammifères marins. Donc en Méditerranée, comme au sein du réseau international, on priorise un peu ces 3 axes-là de conservation. Alors je ne vais pas rentrer forcément dans le détail des projets qu'on mène en ce moment, je vais plutôt vous donner des exemples par rapport aux leviers d'action et à la façon dont on travaille, en Méditerranée notamment, mais c'est aussi beaucoup plus global. Le WWF est une ONG qui se dit science-based, donc ça veut dire qu'on se base sur des résultats d'études scientifiques robustes pour essayer de faire bouger les lignes en termes de conservation. Donc le WWF en tant que tel n'a pas vocation à faire de la science, c'est pour ça qu'on mandate plutôt des organismes scientifiques pour récolter de la donnée quand il y en a besoin, mais ça nous arrive aussi d'avoir des opérations de terrain où on récolte nous-mêmes de la donnée, même si bien sûr c'est analysé par des laboratoires mandatés par ailleurs. Donc là-dessus, par exemple, depuis les années 2000, et l'antenne Méditerranée a été créée dans les années 2000, donc à peu près en même temps que la création du sanctuaire Pélagos, on mène des actions de terrain en mer, à peu près 2 mois par an, sur le recensement des populations de mammifères marins. Donc on est très focalisé sur le rorqual commun, le globicéphale noir et le cachalot. On a aussi beaucoup travaillé sur le grand dauphin au début, donc de 2000 à 2006. Donc l'objectif de ces campagnes, c'était vraiment d'accompagner la création du sanctuaire Pélagos et d'effectuer des recensements de population et des études de distribution. À partir de 2006, on s'est concentré sur la contamination en fait, de ces animaux par les polluants, donc tout ce qui était PCB, POP. Donc ça s'est fait par le biais de biopsie. Donc on prélevait des petits morceaux de peau et de gras dans les animaux qu'on envoyait ensuite en analyse. Ce qui a prouvé que les 3 espèces étudiées étaient très fortement contaminées en PCB, avec donc, du fait de l'accumulation dans la chaîne alimentaire, on avait le rorqual qui était beaucoup moins contaminé que le globicéphale et le cachalot qui se retrouvent plus haut dans la chaîne alimentaire. On a fait ce travail de près pendant 10 ans, qui a abouti à une publication sur la contamination des mammifères marins par ces polluants. Et depuis 2 ans, on se concentre sur une nouvelle problématique émergente dont on entend beaucoup parler en ce moment, qui est la contamination par les plastiques. Donc on effectue toujours des biopsies, et cette fois on étudie ce qu'on appelle la contamination par les phtalates, qui sont des additifs qui sont très couramment utilisés dans les matières plastiques. Donc on en est pour l'instant aux études pilotes, mais les premiers résultats montrent que, comme pour les polluants, les 3 espèces étudiées, donc rorqual, cachalot, globicéphale, sont toutes les 3 fortement contaminées par plusieurs types de phtalates. En termes de science aussi, on travaille beaucoup donc, avec les pêcheurs sur la thématique des prises accessoires. En Méditerranée notamment, où le premier travail à faire, c'est de faire remonter la donnée. Comme ça a été dit, aujourd'hui on a très peu d'informations sur les prises accessoires, ce qui permet à certains organismes de statuer sur le fait que ce n'est pas un problème en Méditerranée, alors qu'en fait on a simplement un gros problème de manque de données. Notre deuxième levier d'action, c'est que le statut et l'historique du WWF nous permet de siéger dans certaines instances de gouvernance. Par exemple, si on prend l'échelle de la Méditerranée, on est présent au comité technique et scientifique du sanctuaire Pélagos, on est aussi présent au comité scientifique de la COBAMS, où dans ce cadre-là, ça nous permet d'échanger à une échelle régionale et de faire remonter nos connaissances terrain et de les partager avec les scientifiques autour de la table. Si on prend un peu plus de hauteur, on est aussi présent à la commission baleinière internationale, donc qui se réunit tous les 2 ans, qui est la plus grosse instance en fait, de conservation des mammifères marins au monde, où là aussi ça permet de partager les connaissances terrain qu'on a acquises, mais aussi d'avoir des recommandations
qui sont établis par le comité scientifique de la CBI. Donc par exemple, au comité scientifique qui a eu lieu il y a quelques mois, on a pu obtenir de la part de ce comité une recommandation sur les dispositifs anti-collision dans le sanctuaire Pélagos. Je vais revenir sur la recette après. Mais plus loin que ça, vraiment le besoin de mesures urgentes, d'avoir des mesures de conservation très concrètes pour réduire les collisions au cas où l'efficacité de REP7 ne serait pas suffisante. Enfin, on travaille beaucoup aussi dans ce qu'on appelle le plaidoyer, donc toujours en s'appuyant sur des données scientifiques ou des études robustes. Donc là, je vais reprendre l'exemple de REP7. Je ne vais pas détailler le système, ça a été très bien dit et expliqué précédemment. REP7 donc, qui a été développé par Souffleurs d'écume et la société Crésin il y a quelques années. Il y a eu une opportunité en fait en 2016. Donc, le ministère de l'Environnement a travaillé sur cette loi biodiversité. Et le WWF, avec l'appui de Souffleurs, grâce aux entrées qu'on avait au ministère à ce moment-là, a pu pousser la réglementation REP7 et faire en sorte, alors ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais à faire inscrire l'obligation d'équipement de REP7 pour certains navires battant pavillon français, comme ça a été expliqué précédemment. Enfin, notre troisième axe, je veux dire, c'est toujours un lieu d'action, c'est de travailler en partenariat. Alors, on pourrait en discuter longuement. Oui, on travaille en partenariat avec le secteur privé. On s'est rapproché par exemple des compagnies maritimes dans le cadre de la mise en œuvre de REP7. On travaille depuis plusieurs années avec la méridionale sur ce sujet. On s'est aussi rapproché de Corsica Ferries pour qu'ils installent ce système alors qu'ils ne battaient pas pavillon français. Donc il n'y avait aucune obligation réglementaire pour eux de s'équiper. On travaille aussi bien sûr donc, avec les organismes, institutions scientifiques. On travaille beaucoup, alors c'est peut-être un peu moins visible en Méditerranée, mais dans d'autres pays où s'installe le WWF, avec les ONG locales. Au niveau des ONG internationales, on essaie aussi le plus souvent possible d'avoir des positions communes à faire remonter. Donc je pense notamment au travail qu'on a mené avec Greenpeace au niveau de la Commission balnéaire internationale. Et évidemment, on travaille aussi avec les professionnels de la pêche sur tout ce qui est thématique très accessoire. Donc voilà, je vais m'arrêter là et je voulais conclure en disant que sur cette histoire de partenariat et de collectif, on croit beaucoup, vu les urgences actuelles, à la mutualisation des volontés, des forces et des compétences en présence. Et c'est pour ça qu'on essaye de fédérer ou de se joindre à des fédérations quand elles existent déjà, pour faire monter les thématiques prioritaires. Merci beaucoup.